Bonjour à tous. J'aimerais discuter d'un point que le Dr. Jan Olberg a soulevé sur cette chaîne il y a quelques mois, qu'il a qualifié de criminalité inhérente de l'OTAN, ou disons la manière assez incroyable dont l'OTAN d'aujourd'hui viole sa propre charte. C'est un problème important, et je crois qu'il devrait être mieux compris. Si nous regardons le traité de l'Atlantique Nord, ce document devrait être lu et étudié par de nombreuses personnes pour comprendre pourquoi une grande partie du monde a en fait un problème avec l'OTAN aujourd'hui. Surtout lorsque les gens soutiennent que l'OTAN est une organisation purement pour l'autodéfense et ne ferait jamais de mal à des innocents. Elle est là pour protéger les gens. Regardons la charte et examinons ensuite les réalités de ce que l'OTAN elle-même prétend faire aujourd'hui. Le traité de l'Atlantique Nord est ancien. Il a été créé en 1949. C'est à ce moment-là que la grande cérémonie de signature a eu lieu à Washington, D.C. Les articles les plus importants pour comprendre ce que l'OTAN a été créé pour être se trouvent vraiment dans les articles 1 à 7. Lisons-les un instant et voyons ensuite comment l'OTAN d'aujourd'hui se conforme à cela. L'article 1 est en fait formulé de manière à définir l'OTAN comme étant en conformité avec la Charte des Nations Unies. L'article 1 stipule « Les parties s'engagent, conformément à la Charte des Nations Unies, à régler tout différend international dans lequel elles pourraient être impliquées par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationale et la justice, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de la menace ou de l'emploi de la force d'une manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » L'OTAN n'est en fait pas censé menacer d'utiliser la force contre des États tiers dans leurs relations internationales. Et encore, ce n'est pas seulement l'OTAN en tant qu'organisation. Ce sont les États membres eux-mêmes qui s'engagent à vivre conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ce qui signifie le rejet de l'usage de la force ou de la menace de l'usage de la force. Ainsi, l'article 1 est en réalité une configuration de base très pacifique de l'OTAN. Ensuite, l'article 2 stipule que les parties contribueront au développement ultérieur de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs institutions libres, en favorisant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en promouvant des conditions de stabilité et de bien-être. Ils chercheront à éliminer les conflits dans leur politique économique internationale et encourageront la collaboration économique entre eux, ou entre tous. Je pourrais immédiatement adhérer à l'article 1 et à l'article 2 de la Charte de l'OTAN. Ce sont des principes formulés de manière si générale et destinés à encourager des interactions pacifiques, non seulement entre les membres de l'OTAN, mais aussi entre les États membres de l'OTAN et les forces extérieures. Il s'agit du développement de relations internationales pacifiques. Ensuite viennent les articles plus problématiques. Alors lisons l'article 3. Afin de réaliser plus efficacement les objectifs de ce traité, les parties, séparément et conjointement, par le biais d'une auto-assistance continue et efficace et d'une aide mutuelle, maintiendront et développeront leurs capacités individuelles et collectives à résister aux attaques armées. Il est assez intéressant de constater que cet article n'est pas présenté comme nous contribuerons 2% du PIB à nos forces militaires. Pas du tout. Il ne parle même pas de forces militaires. L'article 3 dit simplement que chaque État membre contribuera à la capacité de résister à une attaque armée. Il ne dit même pas que cette capacité de résistance doit nécessairement être militaire. C'est ce dont il s'agissait en 1949. Et puis vous voyez, si vous écoutez les discussions actuelles sur le fait que les États membres doivent payer, à quel point le discours actuel est en réalité beaucoup plus militarisé par rapport au début de la guerre froide. L'article 4 est très important.
C'est une phrase qui dit que les parties se consulteront ensemble chaque fois que, selon l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties est menacée. Cet article est celui auquel les États membres peuvent faire appel lorsqu'ils souhaitent une réunion de l'ensemble du collectif de l'OTAN parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'une attaque a eu lieu ou qu'ils perçoivent qu'une attaque contre eux a eu lieu et qu'ils veulent alors mobiliser l'ensemble de l'OTAN. Donc si quelqu'un parle d'activer l'article 4, c'est ce qu'il veut dire. Une réunion de tous. Et puis bien sûr, l'article 5, crucial, qui est souvent mal compris. Les gens parlent de l'article 5 comme s'il s'agissait d'une garantie automatique que tous les États iraient en guerre avec un agresseur potentiel. Mais lisez-le dans l'original et vous verrez que ce n'est pas le cas. Lisons l'article 5. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles, en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque contre elles toutes. Et par conséquent, elles conviennent que si une telle attaque armée se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera là où les parties ainsi attaquées, en prenant immédiatement, individuellement et de concert avec les autres parties, les mesures qu'elles jugent nécessaires, y compris l'utilisation de la force armée pour rétablir et maintenir la sécurité de la zone de l'Atlantique Nord. L'important ici dans ce passage est que chaque partie prendra les mesures qu'elle juge nécessaires, y compris des actions militaires. Pas nécessairement des actions militaires, n'est-ce pas? Rien dans l'article 5 ne dit que les États membres doivent automatiquement venir en aide militairement à une partie attaquée. Il dit qu'ils peuvent le faire s'ils le choisissent, mais ils n'y sont pas nécessairement obligés. C'est pourquoi tout le discours sur l'article 5 comme garantie de sécurité automatique est en réalité absurde. Ce n'est pas selon ce qui est écrit dans cette charte ici. Il peut être utilisé comme justification de la légitime défense collective, mais ce n'est pas une partie nécessaire. Le deuxième paragraphe indique ensuite que toute attaque armée de ce type et toutes les mesures prises en conséquence doivent être immédiatement signalées au Conseil de sécurité. De telles mesures seront terminées lorsque le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationale. Encore une fois, la charte de l'OTAN affirme que l'OTAN n'est pas un remplacement de l'ONU. Elle est simplement conçue comme un club en plus de l'ONU. Et en réalité, c'est le Conseil de sécurité qui est responsable de la mise en œuvre des mesures lorsque l'usage de la force doit être envisagé dans le domaine international. Ainsi, le Conseil de sécurité est le seul organe mondial ayant la légitimité juridique internationale pour mandater une action militaire. L'OTAN ne le peut pas. L'OTAN ne peut aider qu'à la défense collective des membres de l'OTAN. C'est tout. Et c'est ce que le traité ici reconnaît. Et puis, une des choses qui me dérange beaucoup, c'est quand l'OTAN se redéfinit et élargit son propre champ d'intervention en redéfinissant simplement où elle peut aller. Car l'article 6 précise très clairement quelle est la zone de l'OTAN, dans quelle partie du monde l'OTAN peut être active et au-delà desquelles elle ne doit pas aller, parce que c'est si clairement défini. Alors relisons où l'OTAN est censée agir et être active. Au fin de l'article 5, une attaque armée contre une ou plusieurs des parties est réputée inclure une attaque armée sur le territoire de l'une des parties en Europe ou en Amérique du Nord, sur les départements algériens de la France, ce qui, soit dit en passant, est encore un de ces vestiges coloniaux, car en 1949, l'Algérie faisait partie de la France, n'est-ce pas? C'est parce que la France était cet État colonial dont l'Algérie a dû mener une guerre très sanglante pour enfin se débarrasser des Français.
Mais en 1949, l'Algérie était explicitement incluse dans la Charte de l'Atlantique Nord. Mais ensuite, cela continue, sur le territoire de la Turquie ou sur les îles sous la juridiction de l'une des parties, dans la zone de l'Atlantique Nord, au nord du tropique du Cancer. Qu'est-ce que le tropique du Cancer? Le tropique du Cancer est cette ligne ici. C'est la partie la plus au nord du monde, où le soleil peut encore briller à un angle de 90 degrés, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'équateur. Ce n'est pas l'équateur. C'est bien au-dessus de l'équateur. Donc, tout ce qui est au nord d'ici dans la zone atlantique, toutes les possessions des puissances européennes, c'est là que se trouve réellement la zone de l'alliance de l'OTAN. Ce que cela vous dit, c'est que les personnes qui ont rédigé la charte du traité de l'Atlantique Nord étaient bien conscientes que l'Europe avait encore des possessions importantes en dehors de cette zone. Par exemple, la Grande-Bretagne étant encore en possession des îles Falkland, en face de l'Argentine. Et les îles Falkland ne sont explicitement pas couvertes par le traité de l'Atlantique Nord, pas plus que les possessions de la France dans les Caraïbes ou les possessions de la France en Amérique du Sud. Tous ces vestiges coloniaux ne sont officiellement pas couverts par l'organisation du traité. Seule la zone au-dessus de cette ligne autour de l'Atlantique Nord est explicitement couverte. C'est ce que garantit ce traité. Ensuite, le deuxième point est qu'il est également valable pour les forces, navires ou aéronefs de l'une des parties lorsqu'ils se trouvent dans ou au-dessus de ces territoires ou de toute autre zone en Europe, où des forces d'occupation de l'une des parties étaient stationnées à la date d'entrée en vigueur du traité. Soit la mer Méditerranée, soit la zone de l'Atlantique Nord, au nord du tropique du Cancer. Donc, encore une fois, les navires, etc., des États membres qui se trouvent au-dessus de cette ligne sont couverts, mais pas lorsqu'ils sont en dehors de cette ligne. En dessous de cette ligne, ils ne sont en fait plus couverts par le traité. Et la raison pour laquelle le document parle de forces d'occupation est parce qu'à l'époque, en 1949, lorsque cela a été signé, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique avaient des forces d'occupation dans de nombreuses parties de l'Europe. L'Europe de l'Est, où ils occupaient, par exemple, l'Allemagne, n'est-ce pas? Et les anciens territoires nazis vaincus et les parties alors libérées de l'Europe, comme on les appelle aujourd'hui. Mais ces forces d'occupation ne sont pas censées, bien sûr, être en violation de l'OTAN. Elles sont censées être couvertes par le traité de l'OTAN. Voilà, c'est la zone. Et il est très important de comprendre que l'article 6, encore à ce jour, est en vigueur. Je vous montre cela ici directement depuis la page d'accueil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. C'est sur leur propre page d'accueil. C'est ce qu'ils disent. C'est notre document le plus fondamental. C'est notre charte. C'est notre constitution. C'est la loi du pays de l'OTAN. Et passons également à l'article 7 pendant une seconde. Ce traité n'affecte pas et ne doit pas être interprété comme affectant, de quelque manière que ce soit, les droits et obligations en vertu de la Charte des parties qui sont membres des Nations Unies ou la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Donc, encore une fois, la Charte veille à établir qu'elle-même est subordonnée à l'ONU et ne peut remplacer aucune action de l'ONU, et certainement pas être prise en contradiction avec l'ONU. C'est donc très significatif. Et la raison pour laquelle je souligne cela, et aussi pourquoi je souligne que c'est sur la propre page d'accueil de l'OTAN, c'est que l'OTAN d'aujourd'hui est une entité complètement différente. L'OTAN d'aujourd'hui déclare fièrement qu'elle opère dans des zones en dehors de ses limites. Les opérations et missions, passées et présentes, sont sur la même page d'accueil. L'organisation parle de ce qu'elle est aujourd'hui, et je trouve cela fascinant. Elle se présente maintenant comme une organisation de prévention et de gestion des crises.
L'OTAN n'est plus seulement une organisation de défense collective. C'est une organisation de prévention et de gestion. Et ce n'est pas seulement prévenir et gérer les crises sur son territoire et dans les lieux où la charte définit qu'elle est censée fonctionner. Elle s'engage dans des opérations et des missions à travers le monde. C'est effectivement indiqué sur leur propre page d'accueil. Donc, d'un côté, vous avez cet article dans leur charte fondatrice qui décrit clairement où elle opère, n'est-ce pas? Quelles zones sont couvertes par le traité? Et puis, à la page suivante, vous avez la compréhension actuelle de l'OTAN elle-même, où il est dit que nous opérons dans le monde entier, et nous gérons et prévenons les crises. Bien sûr, ce qui est une autre chose. J'en parlerai plus tard. Mais c'est vraiment fascinant pour moi. Aussi que le point suivant sur cette page indique que depuis 1999, l'OTAN a dirigé une opération mandatée par l'ONU au Kosovo. C'est en fait très important, parce que 1999 a été la première fois que l'OTAN a sérieusement, honnêtement et sans aucun prétexte, outrepassé son mandat de traité en déclarant qu'elle allait maintenant opérer dans ce qu'on appelle une mission hors zone. Et depuis 1999, hors zone est devenu un argument courant pour l'OTAN pour justifier son implication partout où elle estime pouvoir et devoir être impliquée. Tout cela sans, et je dois le dire, changer la charte. C'est assez important, parce que bien sûr, dans la charte, les articles suivants, vous savez, de 8 à 14, sont des articles procéduraux. Ils établissent le Conseil de l'Atlantique, et des choses comme ça. Ils établissent également que cette charte peut être modifiée. Bien sûr, elle peut être modifiée, mais seulement à l'unanimité. Et pour ce faire, il faudrait en discuter, n'est-ce pas? Il faut parvenir à un accord, puis rendre public que vous modifiez la charte et que ce faisant, vous changez la nature de la façon dont l'organisation se présente. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. L'OTAN viole simplement sa propre charte. Elle va simplement où elle veut. Elle a commencé à bombarder la Serbie. Elle a bombardé Belgrade en 1999. Pas seulement Belgrade, toute la Serbie, en fait. Et a ensuite séparé le Kosovo du reste de la Serbie. Je vais en parler dans un instant. Mais 1999 est un moment très crucial pour le développement de l'OTAN en tant qu'organisation de guerre. En 2018, l'OTAN a initié une mission de conseil non combattante et de renforcement des capacités en Irak, qui vise à aider à renforcer les institutions et les forces de sécurité irakiennes afin qu'elles puissent elles-mêmes prévenir le retour de l'État islamique. J'ai souligné cela juste parce que je voulais montrer que l'OTAN justifie son existence en empêchant l'État islamique de revenir au pouvoir en Irak et dans la Syrie voisine. Tous les pays occidentaux, tous les États membres de l'OTAN sont très heureux de soutenir ce gouvernement de M. Al-Jolani, qui est un al-Nusra de l'État islamique, qui est une progéniture de l'État islamique. Ainsi, alors que dans un pays, tout l'objectif de la sécurité occidentale est de prévenir l'État islamique, dans le pays voisin, ces mêmes pays sont très heureux de soutenir l'État islamique, ce qui montre encore une fois l'hypocrisie de toute cette institution et de cette approche. Lorsque l'OTAN elle-même et les membres de l'OTAN parlent de tout type d'ordre fondé sur des règles, ce qu'ils entendent, ce sont simplement les règles qu'ils sortent de leur chapeau au moment même où quelque chose devient politiquement opportun. Vous pouvez parcourir cette page d'accueil de l'OTAN pendant un bon moment et vous demander comment les gens peuvent prendre cela au sérieux, alors qu'ils essayent constamment de se présenter comme agissant selon certains principes et valeurs. En réalité, c'est simplement de la politique de grande puissance, aussi dure que possible. Vous utilisez simplement la puissance militaire là où elle est actuellement utile, puis vous critiquez quiconque fait quelque chose de similaire comme étant en violation de l'ONU. C'est vraiment quelque chose.
Vous pouvez également regarder les opérations et missions actuelles. Vous savez qu'il y a encore une mission au Kosovo. Même maintenant, 25 ans plus tard, il y a encore une grande mission de l'OTAN. Et pas seulement une mission de l'OTAN. Il y a un énorme camp de l'OTAN, un camp militaire, le camp Bondsteel, sur le territoire du Kosovo. Et juste pour réitérer cela, le Kosovo est cette petite partie ici que la Serbie revendique toujours comme faisant partie de son propre territoire. Le Kosovo n'est pas reconnu internationalement. Ce n'est pas un membre de l'ONU. Il est reconnu par un certain nombre d'États. Regardons cette carte. Les pays en vert sont ceux qui reconnaissent le Kosovo d'une manière ou d'une autre, le reconnaissant officiellement comme un État indépendant. Mais une grande partie du monde ne le fait pas. De grandes parties de l'Amérique du Sud, le Brésil ne le reconnaît pas. L'Argentine ne le reconnaît pas. La Russie ne le reconnaît pas. La Chine ne le reconnaît pas. Fait intéressant, même certains États membres de l'UE ne reconnaissent pas le Kosovo comme un État indépendant. L'Espagne ne le reconnaît pas, ni la Grèce, ni la Roumanie, ni la Slovaquie. Ils disent tous, en gros, « Non, Kosovo, vous faites toujours partie de la Serbie, ou nous ne prenons pas position sur ce point, mais nous ne vous reconnaissons pas comme un État indépendant, n'est-ce pas ?» Et dans les relations internationales, la reconnaissance est primordiale. Si tout le monde vous reconnaît, alors vous existez de facto et de jure au fin du droit international. Mais avec le Kosovo, ce n'est tout simplement pas le cas. Et pourtant, l'OTAN, qui étend le territoire de l'OTAN, s'étend bien sûr sur tous les pays membres de l'OTAN. Le Kosovo n'est même pas l'un de ces pays membres, mais depuis 1999, il dispose de cette immense base aérienne gérée par les Américains, avec des troupes également d'autres États soutenants. Et c'est tout simplement un fait. Le gouvernement serbe dit que nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que cela disparaisse. Mais le gouvernement du Kosovo lui-même, bien sûr, dit que nous voulons maintenir cette base. C'est important pour nous, et l'OTAN reste tout simplement là. Les Serbes, depuis 1999, sont très amèrement affectés par la situation du Kosovo, parce que l'armée serbe aujourd'hui ne peut pas aller au Kosovo. La KFOR s'assure que ce territoire est de facto autogéré, très similaire à la situation entre l'Ukraine dans le Donbass et aussi avec la Crimée. C'est une situation différente. Vous ne pouvez pas les comparer très bien, car vous rencontrerez toujours des différences assez importantes. Mais néanmoins, la manière dont l'OTAN et les pays occidentaux ont détaché le Kosovo de la Serbie et en ont fait un fait accompli rappelle beaucoup la façon dont la Russie a réintégré la Crimée dans la Fédération de Russie comme un fait accompli, malgré les accords ou objections de l'ancien propriétaire, l'Ukraine. Le problème le plus important avec le Kosovo est que les Serbes continuent de dire que, selon la résolution 1244, à laquelle l'État prédécesseur de la Serbie, la République fédérale de Yougoslavie, a consenti, il avait été promis qu'il y aurait un déploiement de forces de maintien de la paix internationale au Kosovo. C'était convenu. D'accord. Très bien. Et la Serbie a dit que cela allait, mais aussi que l'armée de libération du Kosovo serait démilitarisée. Et où est-elle? La chose la plus importante pour les Serbes aujourd'hui est qu'il y avait cette promesse dans la résolution 1244 que le Kosovo pourrait jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie, qui fournirait une administration transitoire tout en établissant et supervisant le développement d'institutions provisoires et démocratiques d'autogouvernance pour assurer des conditions de vie pacifiques et normales pour les habitants du Kosovo. La résolution 1244 précise très clairement que l'idée était d'avoir le Kosovo comme partie de la République fédérale de Yougoslavie.
Ce qui reste aujourd'hui de cela, c'est la Serbie. La Serbie est l'État successeur légal officiel de la République fédérale de Yougoslavie. Et ce n'était pas l'indépendance qui leur avait été promise. En fait, la phrase à l'époque était « plus que l'autonomie, mais moins que l'indépendance ». Donc, en un sens, ce que nous avons ici est plus un combat comparé à ce que traversent Taïwan et la Chine. Quel est le statut de Taïwan? Quel est le statut du Kosovo? Mais le fait est qu'aujourd'hui, l'OTAN a ses énormes bases là-bas, et il est, bien sûr, impensable que militairement, la Serbie puisse d'une manière ou d'une autre reprendre le Kosovo. Ce n'est pas quelque chose que nous voudrions, n'est-ce pas? Vous ne voudriez pas de quelconque escalade. Il est tout à fait frappant que les États membres de l'OTAN ne comprennent plus pourquoi des forces extérieures les perçoivent comme hostiles. Quand on regarde l'expérience de la Yougoslavie et plus tard de la Serbie en lien avec l'OTAN, et comment l'OTAN en fait a changé les frontières internationales, ce qu'ils disent être illégal et ne peut être fait lorsque d'autres États tentent de le faire, comme la Russie, ou lorsqu'ils mettent en œuvre des référendums que les États occidentaux ne reconnaissent pas. Mais quand l'Occident met en œuvre par la force des référendums et d'autres changements politiques que d'autres ne reconnaissent pas, alors cela est bien sûr acceptable. Encore une fois, c'est l'hypocrisie de l'ensemble de l'entreprise qui est si scandaleuse. Et ce qui est dangereux, bien sûr, c'est que nous avons maintenant une institution, une organisation qui définit officiellement dans l'article 6 le domaine de son engagement de manière très étroite. Et c'est toujours défini de cette manière, alors que de facto, l'organisation s'aventure à l'étranger. Elle va au Kosovo. Elle dépasse largement les limites maritimes de la charte. Elle va aussi en Irak. L'Irak ne fait partie d'aucun pays de l'OTAN. Elle a une coopération avec l'Union africaine, la police aérienne de l'OTAN, le soutien de l'OTAN et l'aide aux victimes de tremblements de terre pour la Turquie. Aide aux victimes de tremblements de terre et capacité de soutien civil. Je n'ai rien contre cela. Mais tous les lieux ont également mis fin aux opérations et missions, n'est-ce pas? Les missions précédentes en Afghanistan. Quelqu'un doit m'expliquer quand l'Afghanistan est devenu un territoire de l'OTAN, n'est-ce pas? Quand la charte a-t-elle défini que l'Afghanistan était couvert par elle? Cela n'est jamais arrivé. C'est aussi assez drôle que cette page dise ensuite qu'en avril 2021, les Alliés ont décidé de commencer le retrait des forces de la RSM au 1er mai 2021 et que la mission a été terminée début septembre 2021. Bien sûr, cette page ne souligne pas que les talibans ont simplement repris le gouvernement de l'Afghanistan, éradiqué le gouvernement précédent et repris le pouvoir. La mission a été terminée. Cela vient de se terminer. Nous ne parlons pas des raisons pour lesquelles cela a été terminé. Nous ne parlons pas du fait que l'OTAN, après 20 ans, a été vaincue en Afghanistan. Que pendant 20 ans, l'occupation de l'Afghanistan était illégale dès le départ et n'a en fait pas été couronnée de succès, que l'OTAN a dû se retirer. Mais d'accord, cela a été terminé. Mais encore une fois, l'Afghanistan n'a jamais été couvert par le traité de l'Atlantique Nord. De même, cette lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden est la Corne de l'Afrique. La Corne de l'Afrique est officiellement en dehors de cette zone. Ainsi, l'OTAN étend peu à peu les lieux et le champ d'action où elle peut aller et où elle-même dit qu'elle peut aller sans même se soucier de modifier ses documents fondateurs. Encore une fois, l'OTAN en Irak, l'OTAN en Libye, la campagne de bombardement en Libye et la justification de bombarder de grandes parties du pays. Alors qu'en fait, la résolution de l'ONU qui appelait l'OTAN à aider ne lui donnait qu'un mandat pour une zone d'exclusion aérienne, pour s'assurer qu'aucun avion de Kadhafi ne vole dans le ciel. Puis l'OTAN a en fait utilisé cela comme excuse pour commencer à bombarder les installations de la Libye,
de l'État libyen et a finalement causé la chute complète de Kadhafi. C'est le grand problème aujourd'hui avec l'OTAN, que cette institution n'est pas hors de contrôle. Je pense qu'elle est très largement sous le contrôle de Washington et de ses alliés, mais qu'elle est utilisée au-delà de tout ce qu'elle dit sur ce qu'elle peut et ne peut pas faire. Et je ne peux pas assez insister sur l'importance de ce moment de 1999, vous savez, quand le l'OTAN, pour la première fois, est sortie de sa zone et a tiré ses leçons les plus importantes. Il existe aujourd'hui des documents qui montrent également comment l'OTAN, à l'époque, lorsqu'elle a bombardé la Yougoslavie, a mené ses opérations. Il y a un rapport très intéressant des Nations Unies du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Bien que je ne sois pas très satisfait de la manière dont ce rapport a été créé, il a au moins rassemblé certaines preuves de ce qui a été fait. L'un de ces points que je veux juste vous montrer, parce qu'il est si tristement célèbre, est le bombardement de l'OTAN, l'attaque contre la station de radio et de télévision serbe RTS à Belgrade le 23 avril 1999 à 2h20. L'OTAN. In Belgrade here on April 23rd, 1999, at 2:20 a.m., NATO intentionally bombed the central studios. A intentionnellement bombardé les studios centraux de RTS. C'est juste l'une des nombreuses installations civiles, comme celle-ci, qui ont ensuite complètement, totalement brûlé. C'est une station de radio civile. Bien sûr, l'OTAN affirme que cette station de radio civile était également utilisée à des fins militaires. Par conséquent, c'était une cible légitime d'engagement militaire. Et je dois dire encore une fois, il n'y avait pas de résolution de l'ONU, il n'y avait pas de résolution du Conseil de sécurité autorisant l'usage de la force. C'est donc la première fois que l'OTAN non seulement est sortie de ses propres frontières, mais l'a également fait sans résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est donc le moment où l'OTAN est devenue non seulement, selon sa propre charte, illégale, mais elle est également devenue un criminel international. Parce qu'encore une fois, la seule institution qui, selon le droit international, a le pouvoir de demander l'utilisation de la force est le Conseil de sécurité. Pas de résolution du Conseil de sécurité, pas de droit international et de justification pour l'utilisation de la force. Ce sont simplement les règles du jeu. Les règles du jeu que les puissances, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ont créées pour elles-mêmes. Et vous pouvez argumenter autant que vous voulez sur la responsabilité de protéger et, vous savez, prévenir un autre génocide. Les gars, s'il n'y a pas de résolution, alors vous le faites. Et même si ce que vous faites est moralement juste, cela ne fait toujours pas partie de l'ensemble du droit international tel que le jeu a été défini. Alors avalez-le. Acceptez simplement que c'était un acte hautement illégal. Et ce n'était pas seulement illégal selon le droit international, c'était illégal selon votre propre charte, selon votre propre document fondateur de l'OTAN. Ce qui est intéressant ici, bien sûr, c'est que ce rapport documente également comment, pour le bombardement de cette station de radio, le Premier ministre de l'époque, il était un idiot à l'époque, et il est toujours un idiot aujourd'hui. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi il continue d'élire des idiots pour ce poste, mais vous savez, Tony Blair à l'époque a en fait révélé la vérité et a dit pourquoi l'OTAN était autorisé à attaquer cette station de radio. Lisez ceci. Le Premier ministre britannique Tony Blair aurait déclaré au Times que les médias sont l'appareil qui maintient Milosevic au pouvoir, et nous sommes entièrement justifiés en tant qu'alliés de l'OTAN à endommager et à attaquer ces cibles. Dans une déclaration du 8 avril 1999, l'OTAN a également indiqué que les studios de télévision seraient ciblés à moins qu'ils ne diffusent 6 heures par jour de reportages des médias occidentaux. Si le président Milosevic fournissait un temps égal pour les émissions d'information occidentales dans ce programme sans censure, 3 heures par jour à midi
et 3 heures le soir, entre 18 heures et minuit, alors sa télévision pourrait être un instrument acceptable d'information publique. L'OTAN a en fait admis, et Tony Blair a admis, que l'une des raisons du bombardement de cette installation était parce qu'elle était un outil de propagande, un soi-disant outil de propagande de l'État serbe. Et cela en soi n'est pas une justification, selon le droit international, pour cibler une installation civile. En fait, les installations civiles sont protégées par le droit international contre les attaques militaires. Et puis, le plus vieux truc du livre est bien sûr de prétendre un usage double, ce que les gens ici ont fait. C'est comme si c'était une installation à double usage. Mais il est assez clair que ce que l'OTAN faisait là-bas, c'était essayer d'intimider et de harceler les Serbes et de briser leur volonté. Et cela a également été dit plus tard, non seulement pour s'assurer que l'appareil de propagande ne fonctionne plus, je veux dire, l'appareil de diffusion publique. Imaginez un instant si la Russie exigeait que des stations de radio européennes comme Radio Free Europe, Radio Liberty, DW, CNN et la BBC consacrent 6 heures par jour à diffuser des points de vue russes sur leur système de diffusion. Imaginez cela un instant. Mais c'était l'une des exigences de l'OTAN pour ne pas attaquer un diffuseur civil en Serbie à l'époque, et cela était encore considéré comme normal. Et encore aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de gens qui trouveront scandaleux que je ne sois pas d'accord avec l'attaque d'infrastructures civiles lorsque celles-ci sont utilisées à des fins de propagande. Donc, en tout cas, je ne saurais trop insister sur l'importance de 1999 et sur la manière dont l'OTAN est allée bien au-delà de ses missions officielles. Nous pourrions en parler beaucoup plus. Nous pourrions parler de la façon dont l'Afghanistan s'est effondré et de la façon dont l'Irak s'est effondré et de toutes les violations du droit international à gauche et à droite. Mais je pense que vous comprenez l'idée. L'important ici, à savoir, est que bien que la charte de l'OTAN elle-même définisse le champ d'application de l'OTAN et la zone d'opération de manière très limitée, l'OTAN d'aujourd'hui est allé bien au-delà de cela et l'a fait naturellement sans même modifier ses documents. Et c'est le danger. C'est le danger de ces foutues institutions de guerre qui s'autonomisent ensuite et deviennent un outil non seulement pour gérer l'extérieur, mais aussi pour gérer l'intérieur et contraindre ses États membres. Et maintenant, nous allons voir, bien sûr, comment un membre de l'OTAN essaye de contraindre un autre à abandonner son territoire, comment les États-Unis veulent retirer du territoire au Danemark, 2 membres de l'OTAN, et comment ces organisations sont utilisées comme des outils de projection de puissance, de manière très intentionnelle, et comment ensuite la rhétorique de ces institutions se cache toujours derrière, vous savez, l'intention pacifique de la charte, en traitant la charte comme si pacifique. Et oui, les articles 1 et 2 sont très pacifiques. Ce sont de beaux articles, très bons. Et puis l'institution devient un monstre. C'est pourquoi nous devons être si vigilants quant au monstre que nous créons. Et ce monstre de l'OTAN doit à un moment donné prendre fin et être remplacé par quelque chose qui aide réellement à la paix et à la sécurité sur cette planète. Merci.